La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices de la RTVC, la chaîne 22. Bonsoir à vous qui êtes ici présents. Bienvenue et merci d'avoir fait le déplacement. Ce soir, nous aurons un café philo spécial autour du thème « L'échec de l'intellectuel en Haïti, raisons et déraisons d'un mythe national ». Bien avant de commencer, nous allons nous lever pour chanter l'hymne national. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, pour le drapeau. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Tout de suite après la dessalinienne, nous allons faire place à notre chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario
que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nous sommes là pour la deuxième partie. Nous allons entrer avec la projection audiovisuelle sur l'entretien de Fred Brutus avec Leslie François Maniga autour de son livre « La crise haïtienne contemporaine ». Vous qui êtes intéressé par cette projection audiovisuelle, vous pouvez aller sur YouTube et regarder la crise haïtienne contemporaine pour plus vous enrichir. Bon, nous allons passer à la troisième partie où nous allons présenter, donc, vous vous rappelez que le thème, c'est l'échec de l'intellectuel en Haïti, raisons et des raisons de mythe national. Comme intervenant, nous aurons Smith Augustin, mais bien avant, je vais vous présenter un livre où il y a guère de documentation disponible dessus, mais nous vous attirons l'attention sur ce livre qui est l'État haïtien et ses intellectuels de Délide Joseph. Smith Augustin est doctorant en sociologie à l'Université Laval. C'est lui qui aura à vous parler de ce thème qui est l'échec de l'intellectuel en Haïti, raisons et des raisons d'un mythe national. Bonsoir Augustin Smith. Bonsoir. Le micro est à vous et je vous rappelle que vous avez 30 minutes pour nous parler de cela. Bonsoir. C'est un plaisir d'être ici et d'être invité à Café Philo. Je suis très ému parce que Café Philo, quand même, c'est un espace rare, d'autant plus qu'en Haïti, les espaces de débat sont des espèces en voie de disparition. Donc, c'est toujours un plaisir de savoir que Café Philo existe et encore plus d'être invité pour pouvoir, encore une fois, contribuer à cette culture de débat, contrairement à ce qui prédomine dans la société haïtienne actuelle, c'est-à-dire une culture de divertissement assez débridée et aussi des formes d'expression violentes qui expliquent une certaine frustration légitime de la jeunesse ou des adultes, mais qui en même temps ruinent les efforts qui ont été consentis pour construire des espaces publics de débat similaires à Café Philo.
Donc, merci encore à tous les membres de l'association culturelle Café Philo qui conservent cet espace. Merci spécialement à Ralph qui m'a invité à prendre la parole autour d'un thème, je pense, assez bouleversant et assez intéressant aussi. En fait, vous vous rappelez bien, parce que ça fait partie de l'histoire récente, un certain candidat à la présidence, réputé obscène et méprisant à l'égard des intellectuels, a rendu populaire, en pleine campagne électorale, un slogan politique devenu tristement célèbre. Intellectuels ont échoué. Les gens sont assez simples aussi pour croire que cela veut dire, puisque les intellectuels ont échoué, donc il faut maintenant faire place aux incultes, aux ignorants, car les savants ont fait leur temps, n'ont pas sorti Haïti des ornières de la pauvreté, de l'insalubrité, de la corruption, etc. C'est ce que cela sous-entend. Je ne prétends pas ici faire le procès d'un tel discours, qui d'ailleurs a fait son temps et a fait aussi sa preuve d'incompétence ou d'imposture. Bref, l'état actuel des choses témoigne d'un bilan assez négatif de l'expérience politique des sans-diplômes des dernières années. Et cela a démontré clairement que ce n'est ni l'incompétence ni l'arrogance, encore moins la promotion des slogans dénigrants et accusateurs contre nos intellectuels qui mettront Haïti sur les rails du progrès. Cependant, constatant l'échec ou l'état déplorable de notre situation, nous autres, comme prétendus intellectuels, nous avons le devoir de nous interroger sereinement, modestement, sur la responsabilité réelle des élites intellectuelles dans la situation actuelle du pays. C'est-à-dire, nous avons le devoir d'interpeller les élites et de leur demander des comptes. Ceci est valable pour toutes les élites, politiques, économiques, etc. Mais ce soir, spécifiquement, nous allons traiter de la question des élites intellectuelles. Donc, interroger nos élites sur leur part de responsabilité dans ce qu'on pourrait appeler l'échec de certaines instaurations de l'État moderne en Haïti est l'objectif que je me donne pour cet exposé. Mais pour commencer, il faut rappeler, et pour en finir un peu avec ce discours politique actuel qui se montre un peu allergique aux intellectuels, qu'il ne s'agit pas seulement de critiques venues des acteurs politiques, je dirais, en mal de légitimité politique. Mais cela fait partie aussi d'une culture d'autocritique même de la littérature haïtienne ou de l'art haïtien en général. Par exemple, vous pouvez constater dans des romans ou des pièces de théâtre ou dans des textes de musique où des acteurs ou les auteurs eux-mêmes s'interrogent sur le rôle des intellectuels. Prenons par exemple l'intête de Franck Etienne, où Pyrame, très sévère envers Polydore, qui non seulement critique Polydore pour son réalisme, enfin manque de réalisme politique, mais en plus accuse Polydore, qui représente les intellectuels, comme responsable des maux du pays. Donc Pyrame qui dit Polydore, nous-mêmes intellectuels, nous savons, nous-mêmes qui sommes responsables et tout désastre dans le pays, etc. Donc c'est une habitude aussi de la littérature haïtienne de se permettre une certaine autocritique des intellectuels, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que vous avez fait de ce pays. On peut aussi continuer avec les exemples, notamment avec les textes de musique de Mano Chalmaï, qui critiquent les intellectuels qui sont des soufflants-chou ou des restes-avec de l'établissement. Donc, des hommes et des femmes qui vendent leur conscience pour un statut, une promotion sociale, etc. Nous sommes conscients que les intellectuels haïtiens ne sont pas des intouchables et ils doivent répondre, puisque ce sont des acteurs de la société, ils doivent dire, ils doivent être en mesure de faire leur bilan. Donc ma thèse, et peut-être cela va vous étonner, je comprends que
l'intellectuel, quand on parle de l'échec de l'intellectuel, on veut dire non seulement qu'ils n'ont pas réussi à construire un État susceptible de faire entrer le pays dans la modernité rationnelle et organisationnelle, dans le sens d'un État qui satisfait les besoins vitaux de sa population. Donc, ils sont aussi responsables des efforts manqués dans la construction d'un modèle social haïtien efficace. Cependant, et quand je parle de la déraison, c'est de croire que c'est pour notre bien qu'il faut se passer des intellectuels. C'est comme si leur mort était une victoire nationale. Et à ceci, ce que j'appelle aussi la part du mythe, c'est que finalement, et je vais le démontrer un peu plus tard, c'est que les intellectuels haïtiens, que ce soit du 19e siècle au 20e siècle, prennent dans ce que j'appelle le double piège de l'aliénation et de la distinction. C'est-à-dire, depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels pensent pouvoir exister pour eux, entre eux, ou aux yeux de l'étranger, sans un peuple cultivé et sans institution publique du savoir. C'est-à-dire, des intellectuels haïtiens pensent vraiment qu'ils peuvent exister, fonctionner et être utiles à la société sans de vraies universités, sans de vrais centres de recherche fonctionnels, sans des bibliothèques bien garnies, sans des académies d'art et de sciences, sans de vraies maisons d'édition et même sans des récompenses privées ou publiques en termes de bourses ou de prix. Donc, nous sommes en face d'une situation où les intellectuels, notamment aujourd'hui, se comportent comme un fumiste et a échoué non seulement dans le sens politique du terme, comme il est tradition dans l'autocritique haïtienne des intellectuels, mais surtout dans le sens qu'ils n'ont pas permis leur propre survie, c'est-à-dire n'ont pas garanti leur propre survie dans le sens qu'ils deviennent peu à peu l'ombre d'eux-mêmes ou leur propre caricature. Au point que je demande aujourd'hui si l'Haïti actuelle peut encore produire un Jacques Roumain, je veux dire pas seulement donner naissance à Jacques Roumain, mais peut encore produire un Jacques-Stéphane Alexis dans le sens d'une société qui est capable de forger des caractères similaires. Est-ce que l'Haïti d'aujourd'hui peut encore produire un Franck Étienne, par exemple, qui l'un des rares intellectuels haïtiens, a vraiment vivre toute sa vie en Haïti, donc étant un produit réel d'Haïti, même si il est clair de nos jours que Franck Étienne lui-même a aussi besoin de l'apport de l'étranger pour pouvoir survivre, parce que qui achète les livres et qui achète ces tableaux. Mais et je pense que là, c'est la partie essentielle de ma présentation. Il n'y a pas seulement la littérature, il n'y a pas seulement l'art, la musique qui passe par une certaine critique de l'apport de l'intellectuel haïtien, mais c'est aussi une constante dans la pensée sociale haïtienne. Et je vais brièvement faire une petite revue de littérature pour arriver, par exemple, jusqu'au texte d'Élide Joseph, qui démontre pourquoi ces intellectuels ont pratiquement échoué dans le sens politique du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu contribuer à l'instauration d'un État moderne capable de satisfaire les besoins de la population. D'abord, il y a le courant indigéniste de Jean Price Mars qui accuse les intellectuels d'être des bovaristes, des aliénés culturels, eux-mêmes qui vivent dans un certain mépris de soi et en admiration de l'autre, qui lui est un horizon à la fois inaccessible et indépassable. Donc c'est la critique de Jean Price Mars au début du XXe siècle qui un peu accule les intellectuels haïtiens occidentalisés et qui recuse un peu la valeur du folklore haïtien ou d'un apport du peuple haïtien lui-même. Il y a aussi la thèse de la culture opprimée de Jean Casimir qui perçoit un dialogue de sourds entre les élites et l'Haïti réel à partir d'une rivalité insurmontable entre les créoles et les bossales.
Il y a aussi la thèse encore plus récente du professeur Fritz d'Orvilliers. Lui-même dit qu'il refuse un peu la thèse culturaliste, dans le sens que le problème avec les intellectuels haïtiens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas embrassé la culture haïtienne proprement dite, ou l'apport africain dans la culture haïtienne, mais c'est ce qu'il lui-même, le professeur d'Orvilliers, appelle le développement de l'égoïsme élitiste de l'intellectuel haïtien qui n'a jamais su, au bout d'une certaine maîtrise de la science, de la technologie moderne de l'Occident, mettre tout cela, c'est-à-dire la science et la technologie maîtrisée, au service de toute la société haïtienne de manière sincère et démocratique. Donc pour le professeur d'Orvilliers, les intellectuels haïtiens qui participent ou qui n'ont pas su surmonter la crise haïtienne du développement, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont en contact avec l'Occident, mais en même temps, ils retiennent ces privilèges ou ils les gardent pour eux-mêmes et ne les partagent pas avec un peuple assoiffé de science et de technologie pour pouvoir sortir des ornières de la pauvreté. Évidemment, Fritz d'Orvilliers a dû assumer certaines critiques très sévères, prétendant qu'il serait aussi un aliéné, aussi un occidentaliste, aussi, je dirais, quelqu'un qui serait opposé à la culture populaire haïtienne. Mais pour comprendre vraiment ces critiques, et c'est là que je vais me référer au texte d'Élite Joseph, il faut comprendre comment, dès la fondation de l'État, les intellectuels haïtiens ont dû partager l'expérience de pouvoir. Et je vais vous expliquer en quelques points les explications du professeur Delide avant de conclure avec ce que j'appelle les menaces la menace de mort contre l'intellectuel haïtien d'aujourd'hui. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas des menaces de mort physiques, c'est des menaces de mort symboliques. Donc, pour le professeur Delide Joseph, l'échec de l'intellectuel haïtien se comprend par l'attribution à l'intellectuel haïtien de l'échec de l'État moderne en Haïti, où les élites lettrées et politiques, formant une minorité sociale privilégiée, se confondent, se côtoient et se partagent le prestige national, souffrant ainsi de conformisme politique notoire. C'est-à-dire, l'analyse du professeur Delide Joseph se base sur ce qu'ils appellent l'étape fondatrice de l'État, c'est-à-dire de la Constitution de 1801 avec toutes ses ouvertures jusqu'au Concordat en 1860, où il explique cela, c'est-à-dire il dit pourquoi ces intellectuels ne se préoccupent pas vraiment d'instaurer un État moderne, démocratique pour tous. C'est parce que, selon lui qui fait un peu la sociogénèse de ces élites, il montre un peu l'origine socio-ethnique de ces intellectuels, c'est-à-dire qui viennent de Port-au-Prince et qui y vivent en majorité. Donc c'était des gens pratiquement déconnectés avec la réalité paysanne, rurale, où à l'époque, vraiment, la très grande majorité de la population vivait dans une certaine autarcie et dans les milieux ruraux. Mais les deux points qui me semblent les plus importants et qu'avance le professeur Delide Joseph, il explique comment les intellectuels de cette période-là étaient pris dans le piège de projets politiques de l'époque qui était la quête de la reconnaissance sociale et politique du nouvel État haïtien. Donc comme l'Haïti de cette époque-là était en quête de légitimité de l'extérieur, en quête de reconnaissance de l'extérieur, c'est comme si ces intellectuels avaient pour mission de faire valoir un niveau ou de faire valoir un niveau de civilisation de l'élite haïtienne. Et dans ce sens-là, vivaient dans un certain mépris de la masse. Donc, puisqu'il fallait prouver, parce que c'est comme l'impression que la geste de l'indépendance ne suffisait pas, puisqu'il fallait prouver que le noir était civilisé, donc il fallait faire la promotion de la culture occidentale dans l'espace social du nouvel État.
Mais tout cela a un prix. Donc, quand ces intellectuels-là, qui étaient en majorité formés à l'extérieur, notamment en Europe et en France, quand ils reviennent aussi avec une certaine francophilie, avec une certaine admiration de la France, qui est le modèle intellectuel et un horizon indépassable. Donc, ce n'était pas nécessaire, enfin, au moins dans leur tête, encore de construire une structure sociale où le savoir pouvait être démocratisé pour tous. C'est-à-dire, pour eux, il suffisait d'une élite, enfin, la preuve d'une élite instruite à l'européenne pour faire valoir l'importance des citoyens haïtiens. En même temps, et c'est connexe à cette première réflexion, les intellectuels haïtiens durant tout le 19e siècle, et je pense jusqu'au début du 20e siècle, et c'est vraiment avec l'occupation américaine qui a montré une certaine rupture avec cette quête de l'approbation de l'étranger. Donc ces intellectuels haïtiens se définissaient comme un porte-étendard du monde noir, où il fallait à tout prix prouver le génie des Noirs et ainsi créer une image ou une idée avantageuse d'Haïti. C'est ce que Delis Joseph appelle une idée avantageuse, c'est-à-dire ne pas montrer les leaders réels d'Haïti, c'est-à-dire des hommes et des femmes analphabètes, la majorité des enfants qui n'allaient pas à l'école, mais exploiter la situation avantageuse des élites pour vendre une image d'Haïti favorable. Donc, le prix à payer, comme je l'ai dit tout à l'heure, était non seulement l'aliénation culturelle proprement dite, mais en même temps la valorisation de ce qu'on appelle une logique d'échantillon. Donc, il suffisait d'avoir 2 ou 3 intellectuels réunis dans les salons à la Port-au-Prince pour faire croire que Haïti était un territoire civilisé, apte à entrer dans le monde moderne. Donc, le professeur Delis Joseph définit cette situation jusqu'à 1860, mais je pense que ça continue encore. En fait, personnellement, moi j'attends le tome 2 parce que c'est un livre extrêmement intéressant, mais je peux déjà anticiper pour dire que même à partir de 1860, tandis qu'avant, ces intellectuels allaient se former en Europe, à partir du Concordat de 1860, donc les professeurs étrangers, notamment les Français, venaient en Haïti pour accomplir cette mission dite civilisatrice des Haïtiens, notamment des élites, et cela pratiquement a renforcé un système éducatif haïtien aliénant, incapable de poser et de résoudre les vrais problèmes d'Haïti. Donc, comme résultat de la situation de 1801 à 1860, une élite réellement attachée à l'Europe, d'une situation après 1860, une élite confiée à des étrangers qui vraiment ne préparent pas l'élite pour comprendre le pays ou ne préparent pas une élite apte à saisir les vraies réalités haïtiennes. Résultat, nous avons une élite qui existe, une élite intellectuelle aussi, mais c'est comme si c'était une élite en transit dans le pays, donc une élite formée pour un autre pays, une élite étrangère et hostile à sa propre réalité, et une élite qui maintient les masses enfermées dans la pauvreté et l'analphabétisme. Évidemment, je pense qu'on pourra toujours discuter ce point de vue. En même temps, cette mission a permis aussi l'instauration des écoles qu'on organise dans certaines villes de province et a permis une certaine mobilité sociale, à différence du temps d'avant, où les intellectuels haïtiens, en majorité, venaient d'un milieu aisé. Mais dans l'ensemble, je pense que cette mission civilisatrice a pratiquement conduit à une rupture entre l'esprit des intellectuels haïtiens et la réalité haïtienne proprement dite. Pour un peu illustrer aussi cette situation d'intellectuels liés au pouvoir, parce que ce soit Delis Joseph ou le sociologue Lanek Aubon dans Comprendre Haïti, il montre que l'intellectuel haïtien a toujours été très proche du pouvoir, toujours été au service du pouvoir, a toujours été
fonctionnaires, députés, sénateurs, etc. Donc, ce qui a su les condamner à un certain conformisme politique. Donc, à titre d'exemple, le professeur Delis Joseph montre dans son livre où il essaie de faire la répartition des intellectuels selon les fonctions occupées de 1801 à 1860. Il fait une analyse sur 133 intellectuels. Donc, comme dans le livre, il analyse la situation pour 140 intellectuels, mais il montre comment, sur 133, 93 d'entre eux, soit près de 70%, étaient à la fois intellectuels, c'est-à-dire, je sais qu'à la fin, ils vont me demander pourquoi je n'ai pas donné une définition de l'intellectuel. Moi, je comprends l'intellectuel comme étant des groupes d'hommes et de femmes détenteurs d'un certain savoir et suffisamment abondant pour bénéficier, je dirais, d'une autorité ou d'une reconnaissance légitime. C'est dans ce sens-là que je comprends et c'est dans ce sens-là que je parle de l'intellectuel dans mon travail. Vous comprenez? Donc, Joseph Delis explique comment vraiment 70% de ces intellectuels étaient à la fois ministres, secrétaires d'État, diplomates, sénateurs, députés, soit que seulement 15% étaient aussi directeurs, employés de ministère ou magistrats, et 70% ministres, diplomates, etc. Donc, 15% directeurs, employés de ministère, fonctionnaires, magistrats, et l'autre 15% négociants, commerçants, avocats, journalistes, notaires et professeurs. Donc, il faut noter, et pour moi c'est très important, et avec ça je vais faire le lien avec la situation contemporaine, il démontre que seulement 2 individus, soit 1,3% de l'effectif total, exerçaient seulement la profession intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui s'adonnaient uniquement à l'enseignement ou la production, la consommation de savoir. Et ce n'est pas une réalité dépassée aujourd'hui, ni dans les 50 dernières années, ni avant. C'est-à-dire que l'intellectuel haïtien, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, est toujours dans une situation où il lui faut faire autre chose, notamment s'adonner aux travaux de l'administration publique ou à la politique active elle-même pour pouvoir survivre. C'est par exemple une analyse qui a été faite par Ulrich Fleischmann dans le texte « Écrivains et société en Haïti », un texte de 1976, où il démontre que même les intellectuels ou les écrivains, sociologues, historiens de bonne volonté, qui ont des intentions très nobles pour pouvoir réagir sur la réalité haïtienne, étaient dans une situation où leur fonction d'écrivain, leur fonction d'intellectuel réellement n'était qu'une sorte de rituel d'initiation pour pouvoir accéder à certaines fonctions. Donc, alors en même temps, Fleischmann se demande, mais pourquoi il écrit? Parce que vous pouvez vous dire, mais s'ils n'ont pas de public et pour les lire, mais pourquoi ils écrivent? En fait, il explique que, mais s'ils écrivent justement, c'est comme ils ne peuvent pas atteindre l'idéal de l'ensemble de sociétés épanouies, etc., mais cela leur permet de se réaliser sur le plan personnel, et l'écrivain qui se pose comme un homme éduqué et progressiste, cela lui permet d'accéder à des fonctions, ce qui lui donne des moyens matériels d'adopter le mode de vie étranger auquel il aspire. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir, à partir de ses œuvres, contribuer à une société moderne, à une société où il pourrait exister un public capable de consommer la production littéraire ou la production scientifique des intellectuels. Donc, ils savent très bien qu'ils se trouvent dans une impasse et croyant vraiment incapables de pouvoir faire un impact réel sur la réalité et un peu frustrés par l'inaccessibilité à cet idéal de société moderne. Donc, Fleischmann explique que l'élite se dissocie entièrement de sa société, de ses compatriotes. À la limite, cette dissociation conduit à la dissolution de l'élite intellectuelle. Donc, je conclus pour dire qu'aujourd'hui, faut-il encore parler d'échec de l'intellectuel haïtien ou, pour aller plus loin, et je vais peut-être vous surprendre,
de la mort de l'intellectuel haïtien, comme je l'avais prédit au début. Parce que dans ce cheminement de l'intellectuel qui existe sans institution de savoir, sans de vraies académies de sciences ou d'art, sans des institutions de prix littéraires ou scientifiques réels, l'intellectuel se dissout. Parce que l'intellectuel vit dans une situation de dysfonctionnement des universités haïtiennes qui fonctionnent pratiquement, et c'est Leslie François Maniga qui l'a dit, comme des secondaires prolongés, face à l'inexistence d'un public avisé, lettré et exigeant, et surtout l'hémorragie de la migration. Depuis François Duvalier, vous savez, l'époque de la dictature de Duvalier, les 40 000 professeurs haïtiens parmi les mieux formés ont dû s'exiler à l'extérieur. Et ça continue encore avec les programmes de travailleurs qualifiés, que ce soit au Canada ou ailleurs. Face à tout cela, il y a encore deux grandes menaces, et je conclue avec ça, qui frappent l'intellectuel haïtien aujourd'hui, et je dis qui frappent l'intellectuel de mort, c'est-à-dire des situations qui peuvent contribuer à sa disparition. La première chose, c'est ce que j'appelle le clanisme complice. Donc, comme on est dans une situation où il n'y a pas beaucoup de moyens qui circulent dans l'industrie du savoir, donc les deux ou trois qui existent se soutiennent entre eux et cela nuit totalement à la rigueur scientifique où, dans cette situation de clanisme complice, l'un a peur de l'autre, c'est-à-dire on a peur de critiquer l'autre parce que l'autre est un ami ou à l'ami intellectuel de mon clan, tout lui est permis, tout ce qu'il écrit est beau, est louable, et en même temps, à l'ennemi qui ne fait pas partie de mon clan, tout ce qu'il écrit est mauvais et est condamnable. Donc je pense que cela est une situation qui peut nuire au fonctionnement réel d'une structure où l'intellectuel est vraiment efficace, dans le sens où l'intellectuel est capable de produire ou de contribuer à produire un État moderne. En même temps, et ça c'est la deuxième menace, c'est ce que j'appelle, enfin pas moi, je le dis à partir de l'analyse d'un auteur, Christian Salmon, auteur de Storytelling, où il explique l'avènement de ce qu'il appelle l'intellectuel médiatique au détriment de l'intellectuel total. Je comprends, enfin, le temps n'est plus à l'intellectuel total, à la manière de Sartre, par exemple, ou de François Maniga, c'est-à-dire un érudit qui représente la conscience du peuple. Mais l'intellectuel médiatique remplace aussi ce que Foucault appelle l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire des spécialistes d'un champ de connaissances où maintenant l'intellectuel médiatique, et ce n'est plus le parcours académique qui fait valoir son autorité, ce n'est plus le volume ou la qualité de la publication reconnue de ses œuvres ou reconnue par des prix prestigieux, donc par des pairs et des institutions, etc. Mais c'est l'intellectuel qui est valorisé par le nombre de followers sur Twitter, Facebook, par la quantité de fois qu'il passe à la télé, etc., dans les émissions radiophoniques. Et le pire, par un plan de marketing agressif, et c'est ce qui fait valoir l'importance de ces œuvres. Donc, on est aujourd'hui face à cette situation-là, et je pense que avec la disparition de la figure de l'expert, de l'intellectuel spécifique, l'intellectuel haïtien est vraiment sous menace de mort. Et je conclue en disant, peut-on sauver l'intellectuel haïtien aujourd'hui? À cela, je réponds, je ne sais pas comment le faire, mais je sais qu'il faut absolument le faire, et surtout en le réinventant, c'est-à-dire en créant un nouveau modèle d'intellectuel réellement brillant, mais absolument laborieux et surtout progressiste, c'est-à-dire au service de l'émancipation collective. Je vous remercie. Merci, Smith Augustin. Je vous rappelle que le thème de ce soir, c'est l'échec de l'intellectuel en Haïti, raisons et des raisons de mythe national. Maintenant, nous allons observer notre pause musicale avec la chanson de l'artiste intitulée « Essil Pavlevini ».
Ok, nous vous rappelons que le thème de ce soir, c'est l'échec de l'intellectuel en Haïti, raisons et des raisons de mythe national. Comme intervenant, nous avons eu Smith Augustin. Maintenant, nous allons passer à la séance questions-réponses. Nous avons 2 séries jusqu'à maintenant et que pour la première série, nous allons appeler Pierre-Emmanuel, Petit-Franc Ibréus et Rubens Augustin. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, je remercie l'intervenant pour son intervention. Donc, je trouve que le thème est dans l'actualité. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans le sens, quand on vit dans un pays où tout est en situation de délabrement, donc il est plus que normal de se questionner sur les élites du pays. Donc aujourd'hui, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, mais dans votre exposé, vous avez présenté l'intellectuel ou l'élite intellectuelle comme un élément isolé de la réalité sociale. Or, selon moi, pour mieux comprendre l'inefficacité de l'intellectuel haïtien, il faut le voir dans une logique fonctionnaliste, dans le sens que le tout est irréductible à la somme de ses parties. Donc je pense que l'intellectuel aujourd'hui n'est qu'un maillon de la chaîne. Donc pour mieux comprendre son efficacité, il faut le voir dans son ensemble. Donc il faut voir éventuellement le mode de fonctionnement, la réalité complexe dans laquelle fonctionne l'intellectuel haïtien. Donc aujourd'hui, vous avez mis l'accent sur le fait qu'il y a des problèmes de bibliothèque, il y a des problèmes qui, selon la façon dont vous présentez les choses, qui devraient être résolus par l'intellectuel. Or, l'intellectuel lui-même, il est victime de ces carences de structure. Donc aujourd'hui, l'intellectuel haïtien, c'est quelqu'un qui est dans la survie. C'est quelqu'un qui est bouffé par le quotidien. Je pense que comprendre la complexité du fonctionnement de l'intellectuel haïtien, c'est de le voir dans un tout. Aujourd'hui, il faut voir la complexité du fonctionnement de l'intellectuel haïtien dans l'inefficacité de l'élite politique, parce que l'on veuille ou non, il y a certaines conditions de fonctionnement, d'évolution dont l'intellectuel a besoin pour être productif, pour répondre à sa mission. Ce sont des choses qui découlent de la responsabilité régalienne de l'État. Donc si l'État ne joue pas son rôle, c'est sûr que l'intellectuel sera bancal dans sa mission. Merci. Déjà, être long, c'est pas dans mon habitus. J'aurais aimé d'abord féliciter Smith Augustin pour son intervention. Par rapport à ma question, déjà, je me demande d'où provient l'intellectuel. Je pars de l'idée que l'intellectuel provient d'un champ, le champ scientifique. Or, le champ scientifique haïtien, si tant est qu'il en existe un, attire presque personne. Je veux dire, le champ scientifique haïtien n'existe pas. Du coup, il n'existe pas d'intellectuel en Haïti. Comment parler de l'échec ou de la réussite de quelque chose qui n'existe pas? Au cas où vous admettez qu'il y a des intellectuels en Haïti, cher Smith, comment isoler l'intellectuel de toute catégorie de personnes faisant œuvre de pensée? Objectivement, Smith, à partir de quels critères peut-on dire quelqu'un est intellectuel ou pas? Merci. Je tiens à saluer l'intervenant ainsi que la charmante modératrice, et je salue particulièrement l'auditoire. Alors, ma question s'adresse à vous. Je tiens à vous féliciter pour l'intervention que je trouve tout à fait corsée et tout à fait intéressante. Et il y a 2 choses qui attirent mon attention dans votre intervention. La première chose, c'est l'intellectuel qui se dissout
avec les masses laborieuses et les activités académiques. Et la deuxième chose, c'est la disparition des figures de l'expert. Et question que je pose, est-ce que l'on parle de deux éléments ça, c'est ça qu'il faut dire que pour même en Haïti, il y a un problème sérieux par rapport avec question intellectuelle. Et c'est vrai que moi, j'ai une suite logique, que intellectuel détaché avec masse laborieuse, peut-être l'État qui a éduqué, qui t'a la possibilité pour le compte ça qui est intellectuel, et les ne pas contre ça qui est intellectuel. Par exemple, on regarde n'importe mon écrit, production savoir scientifique là poser un peu le problème, n'importe mon écrit, et pas seulement n'importe mon écrit, il y a des gens qui écrivent, qui c'est des gens qui sont universitaires, ils n'ont pas fait recette, alors qu'on voit qu'il y a des gens qui pas de production de savoir scientifique dans le texte, il écrit vrai, mais eux-mêmes, ils font recette. Est-ce que c'est ça qui explique tout, crise ça qui gagne par rapport à ça, qui fait que pas de considération au bail avec les gens qui ont fait véritablement de production de savoir scientifique. Et puis, deuxième question, c'est par rapport à la question l'avènement de la modernité. Est-ce que pour vous-même, parce que vous avez regardé dans la tentative de réflexion que vous avez fait, vous avez essayé de détacher l'avènement de la modernité à question intellectuelle. Moi, je me dis, est-ce que l'avènement de la modernité n'est pas consubstantiel à question intellectualité? Parce que l'on parle de modernité, ouais, c'est l'avènement de la raison, et autrement dit, qui était peut-être qui est capable d'engendrer une certaine forme de savoir, et même scientifique. Tu as 5 minutes pour la réponse. OK. Bon, je vous remercie pour les questions, tout à fait intéressant. Et d'abord pour Pierre-Emmanuel, je pense que, enfin, dans le déroulement même de votre question, vous avez démontré que je n'ai pas montré que l'intellectuel est un élément isolé de la société haïtienne. Au contraire, j'ai plutôt montré comment l'intellectuel participe, et dans un premier temps, à partir de l'effort de reconnaissance politique et sociale d'Haïti, donc participe dans cet effort. Et en même temps, j'ai montré comment l'intellectuel participe même dans l'expérience politique de gestion de pouvoir, etc., où le savoir est un instrument de reconnaissance sociale. Donc en même temps, puisque je parle de l'échec de l'intellectuel comme élément qui a raté l'occasion de contribuer à l'instauration d'un État moderne. Donc là, je démontre la responsabilité de cette tranche de la société, c'est-à-dire dans une société, il y a non seulement une diversité d'élites, mais en même temps, après les élites, il y a aussi la structure moyenne ou la structure basse de la société. Donc si je parle de la responsabilité parmi d'autres la responsabilité des intellectuels parmi d'autres acteurs. Donc, je pense que je situe l'intellectuel à partir de son rôle dans la structure générale de la société. Autre chose, donc si en même temps, si maintenant vous parlez de l'intellectuel haïtien comme une victime, c'est plutôt vous-même qui considérez l'intellectuel comme un acteur externe de la mouvance sociale où de l'extérieur, ils viennent et perdre l'opportunité de bénéficier d'une société moderne. Ça, c'est plutôt vous-même qui réalisez que l'intellectuel est isolé de ce qui se passe dans la société. Moi, j'ai plutôt démontré qu'il est à l'intérieur, d'où la définition de sa responsabilité. Mais dire qu'il est plutôt victime des acteurs politiques, c'est plutôt dire qu'il n'a pas participé au système politique et en ce sens-là, il n'est pas responsable de l'échec. Donc je pense que j'ai plutôt dit le contraire, mais même si c'est pour dire en fait la même chose, quand vous avez... Dans la conclusion, j'ai compris qu'on voulait dire la même chose, dans le sens que l'intellectuel, comme toute autre personne, ne bénéficie pas de la situation, que ce soit actuelle ou la situation de départ, de décadence de la société jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne dirai pas avec vous que ce n'est pas de sa faute qu'il est une victime. Je suis plutôt de ceux qui croient qu'il a sa part de responsabilité. Bon, pour Petit Frère Ibréus,
Bien sûr, je sais qu'il y a le champ scientifique ou le champ culturel, et ça fait partie principalement de la compréhension de la sociologie de Bourdieu, qui divise la société en champs. Mais quand vous dites si le champ n'existe pas, puisque le champ n'existe pas, l'intellectuel ne peut pas exister, moi je ne dirais pas ça, parce que en fait, si je parle de la définition de l'intellectuel comme des groupes d'hommes ou de femmes détenteurs de savoir et producteurs, productrices d'une œuvre qui leur permet de bénéficier d'une certaine autorité légitime et une reconnaissance, donc je pense qu'ils existent. Mais je suis conscient qu'ils ne peuvent exister sans leur père. Et c'est pourquoi je dis, en croyant pouvoir exister sans faire valoir le développement du champ culturel, ils s'autodétruisent. Donc, c'est ce que j'ai expliqué à la fin pour dire que je pense que l'intellectuel haïtien est en voie de disparition parce qu'il devient de plus en plus l'ombre de lui-même ou sa propre caricature. C'est-à-dire comment il existe sans de vraies universités. Récemment, on a publié un article, 400 universités de l'Amérique latine et de la Caraïbe, pas une université haïtienne. On parle d'intellectuels sans université, il n'y a pas une académie des sciences, une académie de l'art. Vous savez dans quelles conditions fonctionne l'UEH, dans quelles conditions fonctionne l'ENAT, dans quelles conditions fonctionne la faculté des sciences humaines. Parlez-moi d'une bibliothèque haïtienne. Donc je demande comment, comme vous, je pense qu'il est en voie de disparition, mais je ne dirais pas qu'il n'existe pas. En tout cas, il existe bel et bien. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes l'un de leurs représentants. Bon, dernière question. Oui, j'ai parlé de la disparition de la figure de l'expert, c'est-à-dire de l'intellectuel spécifique, pour moi, et favorisant la montée de ce que l'auteur appelle l'intellectuel médiatique. C'est aussi dans la continuité de ce que je comprends comme une défiguration de l'intellectuel. Donc ce qui fait valoir, et là je reviens au champ dont parlait notre ami Petit Frère, c'est-à-dire l'intellectuel, normalement, dans une société appartenant à son champ, est valorisé par ses pairs. Donc si vous êtes dans une situation où ce qui fait valoir l'autorité de l'intellectuel, ce n'est plus ses pairs ou les initiés dans le champ, c'est-à-dire ce n'est pas forcément des gens détenteurs de capital culturel plus ou moins proportionnel au sien. Donc, c'est plutôt l'intellectuel est dépendant par la décadence ou la déchéance de son propre champ, dépendant d'un champ externe qui fait valoir l'intellectuel, mais en même temps qui le défigure parce qu'il n'est pas en mesure d'apprécier réellement et de faire valoir sa capacité à partir de ce qu'elle produit comme œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui, et vous l'avez dit vous-même, les œuvres les meilleures. Et là, je pense à mon ami Fritz d'Orvilliers, et je répète, je pense à qui je rends un hommage ce soir, je l'ai répété si souvent. Il dit, Smith, moi je suis en situation de paresse intellectuelle, je ne peux plus produire, parce qu'on a l'impression que ça ne vaut rien. On peut écrire n'importe quelle histoire, on a un plan de marketing, on passe dans des émissions les plus écoutées, et c'est vendu. Donc il n'y a pas des instances qui peuvent évaluer, il n'y a pas d'autorité du savoir dans ce pays, donc tout vous me c'est d'eau. Je pense que dans une société de tout vous me c'est d'eau, donc, et c'est valable non seulement pour les intellectuels, mais pour les artistes aussi. On peut faire n'importe musique là, ça marche, un DJ veut remonter, et puis ou superstar. C'est ça, la société haïtienne. Et ce qu'on dit pour les intellectuels, on peut le dire pour les artistes, les scientifiques, je ne sais pas, pour toutes les autres sphères. Bon, la dernière question, que je n'ai pas trop compris en fait, l'avènement de la modernité, c'est en même temps... Et oui, je pense que... Même, enfin, c'est une idéologie qui veut que l'intellectuel soit un produit de la modernité, c'est-à-dire défini comme un acteur de promotion de la rationalité et en même temps
un acteur de la société bourgeoise et capitaliste, etc. Bon, c'est une idée assez critique par rapport à l'intellectuel qui se positionne dans l'évolution du monde occidental, bien sûr. Mais je pense que l'intellectuel précède l'avènement de la modernité, non? Dans toute société. C'est-à-dire, c'est peut-être la figure de l'intellectuel comme... Je pense peut-être... Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, mais je dirais plutôt, pour conclure, que l'intellectuel est au-delà de l'avènement de la modernité, dans le sens qu'il le précède. Donc, avant, ce n'est pas l'avènement de la modernité historique qui définit le sujet intellectuel. C'est-à-dire, on peut remonter à n'importe quelle période historique, que ce soit à l'Antiquité ou l'époque médiévale, où existait un groupe de la société responsable de la production, de la diffusion, de la promotion du savoir. Bien sûr que la modernité définit un rôle où l'intellectuel est au service de la production industrielle, c'est-à-dire le savoir scientifique participe dans l'espace de production lui-même. Et pour certains, l'intellectuel serait même dépendant de ce système-là. Ou pour d'autres, ils disent que l'intellectuel ne peut pas défendre, par exemple, l'intérêt des classes moyennes parce qu'il est lui-même embourgeoisé, donc il est au service du système moderne. Mais ça, c'est un autre débat un peu plus compliqué. Bon, c'est comme ça que je pouvais répondre. Nous remercions Pierre-Emmanuel, Petit-Franc Ibréus, Rubens Augustin, et nous espérons que vous avez été satisfaits en gros. Nous allons passer à la deuxième série de questions avec Ralph Jean-Baptiste, Roberto Desjans et Willems Joseph. Et s'il vous plaît, soyez courts, précis dans vos questions. Merci. Je trempe déjà, hein, c'est Ralph qui arrive. Bonsoir et merci à Smith et Baena qui sont des amis et avec qui ce soir nous reprenons nos activités ici au Café des Copains de rencontre avec comme prétexte Café Philo. Je pense, Smith, pour ma part, qu'il y aurait tellement de choses à dire, notamment sur les diverses formes que prend la figure ou qu'incarne la figure de l'intellectuel en Haïti. Pour ma part, je réfléchis au fait que, par exemple, l'intellectuel en Haïti incarne la figure de l'historien, des fois la figure de l'ethnologue ou de l'anthropologue, si tu veux, et enfin, dans une certaine mesure, la figure du littéraire. Des fois, vous retrouvez condensé dans un seul personnage. Là, j'ai tendance à penser à Roger Gaillard, comme figure d'intellectuel haïtien qui était, me semble-t-il, philosophe de formation, qui aurait travaillé dans le champ de la littérature et qui enseignait l'histoire. J'espère ne pas me tromper. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur l'intellectuel. Il y a quelque chose sur lequel tu as attiré notre attention qui, à mon sens, parle énormément. C'est de considérer que, dans une assez large mesure, et ça c'est un peu l'idée d'Alain Louis Hall, l'intellectuel haïtien, autant que l'État haïtien, s'est construit en référence à l'Occident et a totalement tourné le dos de ce fait à l'Afrique, par exemple. Il y a un article très intéressant publié dans les actes du colloque réalisé sur la démocratie, intitulé De la dictature à la démocratie, de Vertus Saint-Louis, où l'on parle largement du regard que nous portons sur l'Africain en Haïti. Il y a tellement de choses à dire. Ce que je veux dire, ou ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il me semble qu'il y a un intellectuel classique en Haïti. Je m'explique. Il doit y avoir assez de gens dans la salle qui ont entendu Maurice Jean-Charles dire récemment qu'il aurait rencontré les intellectuels de ce pays. Ça m'a énormément interpellé parce que je trouve qu'il y a une notabilité intellectuelle qui s'explique par le regroupement d'un ensemble de gens qui ont des affinités. Et notamment, une de ces affinités, c'est de pétitionner. Quand il y a quelque chose qui va mal, quand il y a un pouvoir qui oppresse, parce que l'intellectuel, il est dans une fonctionnalité aussi en Haïti. C'est quelqu'un qui va toujours réagir à partir du moment où il y a un président qui opprime. Il n'y a jamais d'intellectuel engagé en Haïti sans qu'il n'y ait un pouvoir qui opprime. Ça m'interpelle énormément parce que j'essaie de mettre, pour aller très vite, en perspective cette idée avec un éclatement
de bien-pensants. Il n'y a qu'à le voir à l'Université d'État d'Haïti. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a comme une querelle des anciens et des modernes. Il y a les gens qui reviennent avec leur master et leur doctorat et qui veulent remplacer les anciens enseignants, les anciens dépositaires de savoir. À partir de ce moment, ça reconfigure le rapport ou, si tu veux, l'imaginaire que nous avons de l'intellectuel en Haïti. Je pense que dans la mesure où ce sont des questions, des préoccupations qui t'interpellent, il serait intéressant que tu nous en dises quelque chose et présentement. Merci. Je me dis bonsoir à tout le monde et je suis bien content là pour retourner à Café Philo. Ça montre que la société a mérité l'autre souffle après toute trouble nous autres prend. Je vais poser trois petites questions rapides, mais c'est peut-être trois petites questions bêtes. Échec de l'intellectuel en Haïti, ça qui est perplexe, je vais à comprendre. Est-ce que c'est échec monde qui a exercé travail intelligence en haïtien qui a fait travail ça, ou du moins c'est échec intellectuel monde qui a produit sur Haïti? Je vais à comprendre ça. Deuxièmement, échec. Hein? Est-ce que c'est échec monde haïtien qui en Haïti qui a exercé métier, exercé profession, exercé fonction d'intelligence dans le pays, ou du moins son échec de tout le monde qui a produit savoir qui gagne à Haïti ou etc. Par exemple, il y a des Haïtiens dans la diaspora qui a produit savoir sur Haïti. Il y a des étrangers qui produisent savoir sur Haïti. Est-ce que l'échec ça concerne tout le monde ça, ou du moins c'est concerne seulement les gens qui soi-disant portent un chapeau intellectuel dans le pays qui a produit son savoir. Deuxièmement, échec. Moi, de tête, pendant toute journée, qui mission intellectualité a gagné en Haïti? Dans le sens que pour qui ça comme ça, pour ça ferme-tu ça? Dans le sens que s'il y a une mission, qui est-ce qui a attribué le Bali? Moi, je me dis tête, ça c'est la deuxième question. Pour me finir, troisième question. Est-ce que pas mieux si on a parlé d'un échec d'intellectualité en Haïti pour nous regarder à travers la production? Parce que je dis en Haïti, le monde n'a pas vivre, pas aucun pays qui vit en vase clos. Je dis tout ce qu'on fait à l'interne, l'important pour qu'on ait un impact externe. Je dis en regarder qui apport que Haïti gagne sur la chaîne internationale là, sur le plan intellectuel, en production de savoir. Est-ce que ce n'est pas mieux si nous regardons l'échec là par rapport à ça, ou du moins si nous regardons pour nous regarder par rapport à la réalité sociale, politique pays, qui plus revient avec la politique qui gagne droit pour le gérer, cité. Par contre, c'est clair dans la question. Bon, mais j'espère que vous comprenez. Bonsoir à tout le monde. Je tiens à saluer l'ampleur de l'intervention de M. Augustin et c'est à féliciter. Ma question est la suivante. Et l'intellectuel a échoué, je suis pour. L'intellectuel a échoué, et je suis pour. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que les intellectuels haïtiens connaissent vraiment leur rôle? Parce qu'on dit souvent, pour justifier un échec, il faut d'abord se rendre compte de l'objectif fixé. Est-ce que les intellectuels haïtiens ont un objectif commun? Est-ce que vouloir parler de l'intellectuel en Haïti, est-ce que cela n'est pas résumé tout simplement avec ce qu'on appelle l'intérêt personnel et le désir de percer tout ça? Donc, si les intellectuels haïtiens ont échoué, est-ce que la classe bourgeoise, ou du moins l'élite économique, n'est pas complice? Merci. 5 minutes. Non. Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
une grande appréciation pour intervenants et un jeune garçon. Un jeune garçon en Haïti a préparé une thèse doctorat et puis il gratifie de présence pour venir montrer qui ça l'a dit dans la thèse doctorat. Son bail qui a apprécié. Parce qu'un pile n'est présenté thèse doctorale, il a présenté, il allait avec elle, et puis par contre ça l'a dit. Donc c'est la première remarque. Et puis m'apprécier ça en pile. Deuxième bagaille que je me suis dit qui est fondamental, l'homme garde ça qui écrit là, dit fabriquons le collectif. Lorsque fabriquons un bagaille, dans un pile échec, on va arriver à produit final. Je vais répéter. On va fabriquer un bagaille, il y a un pile essai, il y a un pile échec, on va arriver à produit final là. Donc, vous devez comprendre le produit final là. Voilà. Voilà? Oui. Donc, il y a les vertus de l'échec. Échec là-dedans, pile vertu là-dedans, qui permettent que à souhait on vienne là, on fait présentation. Il y a un problème fondamental qui existe en Haïti. Et ou prend intellectuel haïtien, ou pas prendre le monde, ou prendre le domaine d'intervention, on est capé une thèse, on est qui fait l'école, on est qui fait classe. Mais ce n'est pas ça l'intellectuel haïtien. L'intellectuel haïtien, c'est celui qui au quotidien réfléchit à vivre la réalité de pays. Haïti a une réalité, Haïti a un véhicule, Haïti a une culture, Haïti a une histoire. Il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas. Même. Et même lorsqu'il y aurait de l'échec, il y a les vertus de cet échec. On apprend, on cheminer. Et, faut pas m'ennuyer, non, je ne vais pas parler de fatigue. Et, je remercie. Je remercie moment ça, parce que je ne suis pas un monde de télévision, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas un monde de télévision, je ne suis pas en pile. Même quoi que on série de bagages pour nous le comprendre. On n'a pas fait on n'a dit ça qui n'est pas bon. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui n'est pas bon qui est important. C'est le cheminement qui est important. Et moi-même, dans la formation, j'ai une responsabilité. La responsabilité, c'est de masser sur le chaîne. Pendant que je mets un côté, je montre au côté pour aller, et puis moi-même, j'ai une responsabilité pour aller retourner sur le côté, m'assurer que le pérenne, que le caquinbé. Je remercie Ralph, je remercie vous-même, je remercie la jeune Baïna. Médiatrice, c'est ça? Modératrice. Modératrice pour intervention. Hein? Et même trouver un bagage. Et son conseil m'a quitté pour tout. Sous même élan d'humilité hein? Et en quimbelan fabriquons le collectif. En quimbelan changement total capital avec toute force. Question. Hein? Tu n'as pas la réponse. Tu n'auras jamais la réponse. Et tu as une façon de voir la question. Ce n'est pas la seule façon de voir la question. Merci. Ok. Ouais. Ok.
Donc, je vais éviter de faire une garde d'approche. Je pense que, oui, c'est une autre façon de voir, il n'y a pas d'échec, d'autant plus, moi, j'ai conclu pour dire que ce n'est pas fini. Au contraire, la question finale, c'était, devons-nous sauver l'intellectuel haïtien? Je dis oui, il faut le sauver et surtout le réinventer. C'est-à-dire le réconcilier avec la réalité, le réconcilier avec le peuple, le réconcilier avec un projet social d'émancipation collective. Et ça, il le faut. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas de ceux qui se réjouissent de la mort des intellectuels et qui se disent, enfin, vive les crétins, vive les incompétents, vive les ignorants, on va pouvoir fêter et diriger. La preuve, c'est qu'on n'en a rien fait depuis et la situation est empirée. Voilà. Donc, bon, c'était un long commentaire de Ralph. Je ne pense pas que je vais surtout répondre à la question, sinon Ralph voulait que je commente un peu. Je pense que oui, il y a à la fois une figure de l'intellectuel classique, un peu réactionnaire aussi, qui ne change pas les choses dans les structures, mais qui en même temps, pour se donner bonne conscience, réagit, fait des collectifs et prend des positions. Tandis que les problèmes perdurent, les problèmes réels sont là, et on n'a pas l'impression qu'ils les confrontent au quotidien. Sinon, à chaque fois qu'il faut dire quelque chose pour renverser un gouvernement, même si ce serait peut-être une bonne chose, mais on les voit. Mais en même temps, je voulais aussi profiter pour dire que, et je ne l'ai pas dit dans ma conférence, que la figure de l'intellectuel est un peu galvaudée en Haïti. Par exemple, je connais une amie et sa fille va actuellement passer l'examen du bac. Elle a dit finalement j'ai une intellectuelle. C'est-à-dire quand on fait la philo, on est intellectuel, on est philosophe aussi. Il y a ça aussi. Donc ce n'était pas de ça que je parlais. C'est-à-dire en même temps, on ne sait plus ce qu'est un intellectuel en Haïti. On est porté à dire tout le monde est intellectuel à sa façon. C'est une grande bêtise de dire ça, mais bon, je comprends que tout le monde est intellectuel à sa façon. Mais quand je parle de ces intellectuels-là, je parle des gens détenteurs de savoir et producteurs d'une œuvre considérable qui permettent à ces gens-là d'avoir une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, une autorité sociale. Donc, je suis d'accord avec Ralph. Je pense que l'échec va de ce chemin-là, du regard détourné sur le folklore, sur la réalité haïtienne, du regard trop porté vers l'Occident, parce qu'à force de regarder l'Occident, qui est indépassable et même inaccessible, on découvre sa petitesse et on devient totalement complexé. Et c'est ce que je pourrais parler un peu plus de Fanon, qui parle dans le pot noir masculin de l'intellectuel complexé, qui se moque de ses semblables et qui ne se rend pas compte qu'il se moque de lui-même. Bon. Autre chose, est-ce que l'échec dont on parle, c'est l'échec des gens qui, en général, produisent des savoirs sur Haïti? Mais en fait, ce que je voulais dire, parlant de l'échec, c'est deux choses. C'est d'abord dans le sens politique du terme, c'est-à-dire en même temps qu'ils participent dans la politique active, ils ont été contraints historiquement d'adopter une forme de conformisme politique qui les empêchait de critiquer l'État et par conséquent de proposer une alternative, un État vraiment démocratique pour tous. C'est sûr qu'il y a eu des illuminés, il y a eu des exceptions, des progressistes, des Lorme, Janvier, Firmin, etc. Mais dans l'ensemble, c'était des gens qui savaient, et comme souvent Léon Laferrière le disait, on écrit un livre pour pouvoir devenir député, 2 livres pour être sénateur, je ne sais pas, 3 livres pour être ministre. Des fois même pas un livre scientifique, mais un recueil de poèmes. C'est-à-dire on se sert du savoir, on instrumentalise le savoir pour accéder à certains privilèges dont on ne peut pas jouir en vivant modestement comme professeur d'université, etc. C'est en ce sens-là que je parlais d'échec. En même temps, je pense réellement qu'il n'y a pas suffisamment de production de savoir sur la réalité haïtienne. Par exemple, nous avons le phénomène de gang actuellement. On n'a pas l'impression qu'il y a un groupe de personnes, ou peut-être qu'il existe de façon isolée, mais qui réfléchissent sur la réalité quotidienne haïtienne. Donc il y a des gens qui reviennent, qui ont fait un doctorat, qui sont respectés, mais après quelques années, qui n'arrivent plus à produire quelque chose parce qu'ils sont soit dans un ministère ou dans une ONG, ils ne peuvent pas, comme l'a démontré Joseph Delide entre 1801 et 1860, exercer le métier d'intellectuel, c'est-à-dire des gens qui peuvent tranquillement exister à partir de l'exercice de leurs fonctions
de produire du savoir, d'en consommer et de communiquer du savoir à d'autres, notamment à des jeunes. C'est dans ce sens-là que je parle de l'échec, mais de l'échec aussi dans le sens que l'intellectuel n'arrive pas à se reproduire au même niveau. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui on peut produire roumain? Alexis l'a dit, une terre qui a produit roumain ne peut pas mourir. Mais je me demande, est-ce que l'Haïti d'aujourd'hui peut produire un autre roumain, peut produire un autre Alexis ou même un Franck Etienne? Bon, je n'avais pas parlé de vertu de l'échec, vous en avez parlé. Vous allez peut-être me l'expliquer après. Je pense, peut-être il doit y avoir des vertus, je ne sais pas. Oui, parce que peut-être dans l'adversité ou dans l'échec, on se découvre, on apprend un peu plus de soi-même et on n'est pas battu. Je ne suis pas dans une forme de fataliste, c'est-à-dire l'intellectuel est ainsi et il est condamné à l'échec. Je ne parle pas d'une condamnation à l'échec. Je constate une situation qui certainement n'est pas irréversible. Peut-être que c'est ce que vous appelez les vertus de l'échec, dans le sens que l'échec peut être le lieu de résurrection intellectuelle. Peut-être, mais il faut y travailler. Et c'est pourquoi je dis à la fin qu'il faut réinventer l'intellectuel pour que cet intellectuel-là soit aussi laborieux. Parce qu'on est maintenant, actuellement, dans une phase où on peut questionner la valeur réelle de la production actuelle de nos intellectuels, où les meilleurs laissent le pays, parce qu'on est encore en proie à cette fuite de cerveau. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un, après un doctorat, rentre dans le pays et travaille à l'Université d'Haïti et gagne 60 000 goudes? Comment il peut vivre? Mais il faut comprendre que le système maintient cette situation pour que l'intellectuel cesse d'exister et se prostitue par rapport aux acteurs économiques aisés ou aux acteurs politiques qui les humilient, qui les je ne sais quoi. Mais on construit aussi une société qui fait semblant de ne plus avoir besoin des gens d'esprit. Il faut le reconnaître. Tant qu'on ne le reconnaît pas, eh bien, on est en train de se mentir à soi-même. Donc, l'intellectuel meurt aussi parce qu'on ne veut pas qu'il continue d'exister. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Je vous remercie pour vos questions, pour vos participations et que le débat continue. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que vous êtes à Café des Copains et que vous avez suivi Café Philo autour du thème de ce soir, l'échec de l'intellectuel en Haïti, raisons et des raisons d'un mythe national. Comme intervenant, nous avons eu Smith Augustin, comme modératrice Baïna Chemali, et nous vous disons merci et à la prochaine. Sorti dans roche, c'est vous et moi, comptez si moi. Moi, on vient saisir sans parole, sauf couper, qu'est moins fun, posez si moi. En carton yo palais, je dis ou méritez, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te mais fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre, et puis moi c'est même bitin, ni ça.